terrifié par La Conjuration. C'était difficile à croire. Mais ça n'en est pas moins vrai. C'est une maison réelle. Une famille réelle y a vécu. Le mal, à l'état pur, est présent dans le monde. On vivait dans un petit coin de paradis, mais c'était l'enfer. Je sais que vous avez vu le film. Mais voici notre histoire. Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans la maison. Je suis ici pour vous dire la vérité. On est très pragmatique au sujet des fantômes en Nouvelle-Angleterre. Dès qu'une maison a quelques siècles d'existence, un fantôme ou deux y éliront domicile. Tous les vieux bâtiments sont remplis de sons étranges, de bruits étranges et de souvenirs. C'est un fait connu. Mais tous ne donnent pas lieu à un film hollywoodien qui rapporte 300 millions de dollars. En 2013, le film La Conjuration fait l'événement à l'échelle mondiale. La Conjuration a été un grand succès au box-office. C'était quelque chose d'inventif, de terrifiant et de nouveau. C'était un film très efficace qui nous a tous terrifiés. Je l'ai revu l'autre jour et j'ai fait des cauchemars 3 nuits de suite, littéralement. La Conjuration porte sur la famille Perron, qui emménage dans la maison de ses rêves et découvre qu'elle est hantée. Les spécialistes du paranormal Ed et Lauren Warren viennent à la rescousse. J'ai été totalement terrifiée dès les premières minutes de La Conjuration. Tout commence par la mention tirée d'une histoire vraie. Ça nous touche à un niveau très profond. L'horreur véritable doit être basée sur la réalité. Après tout, la maison est un endroit réel. Ed et Lorraine Warren sont de vrais enquêteurs du paranormal. La famille Perron a vraiment vécu dans ces lieux. Si c'était arrivé à ces gens, ça pouvait arriver à tout le monde. Mais qu'est-il vraiment arrivé à la famille Perron? Quelle est la véritable histoire derrière La Conjuration? En 1971, la maison de ferme de Round Top Road, à Harrisville, au Rhode Island, est achetée par Roger et Carolyn Perron, un jeune couple avec 5 filles. Andrea, 12 ans, Christine, 9 ans, Nancy, 10 ans, Cindy, 8 ans, et la petite dernière, April, 5 ans. Quand on a emménagé dans cette maison, ma mère avait seulement 29 ans et 5 jeunes enfants. Elle était jeune, dynamique, jolie. Mais quand on a quitté cet endroit, elle n'était plus la même. Elle avait profondément changé. Est-ce que ça m'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tous ceux à qui j'ai parlé, qui avaient vu le film, pensaient qu'il reflétait la réalité. Il contient environ 5% de vrai et 95% de faux. Ils ont fait de leur mieux pour condenser 10 ans en 2 heures. Une bonne partie de ce qui s'est passé dans la maison était en réalité plus terrifiant que ce l'est dans le film, parce que c'était vrai. Ça s'est poursuivi pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce qu'on finisse par quitter cette maison. L'histoire vraie derrière La Conjuration a des racines plus profondes que la seule histoire de la famille Perron et des Warren. Dans le film, c'est Bathsheba Sherman qui est la méchante. On l'a traitée de sorcière. Elle a commis un crime atroce sur la propriété, à savoir le meurtre d'un nourrisson, pour prouver sa loyauté envers le diable. Il faut savoir, au sujet de Bathsheba Sherman, que ce n'est pas un nom inventé par Hollywood. C'est celui d'une vraie résidente de la ville qui y est toujours enterrée. L'immense succès de La Conjuration a eu des conséquences imprévues. C'est dangereux de présenter un film comme une histoire vraie. Le public n'est pas en mesure de distinguer la réalité de la fiction. Les gens voient le film et ils veulent y croire. Quelqu'un s'est présenté sur la propriété avec un bidon d'essence dans l'intention d'incendier la maison pour vaincre le démon qui y vit.
Comment distinguer les faits et la fiction? 8 ans après la sortie du film, qu'est-ce que les chercheurs du paranormal peuvent apprendre de la maison et de l'histoire? Oui, c'est bien d'aller voir les films et de croire aux mythes en quelque sorte. Mais il faut toujours creuser davantage, parce qu'il y a des répercussions sur la vie des gens. Erin Goodpipe a enquêté sur certains des sites les plus hantés d'Amérique du Nord. Benny, is this you? En tant que chercheuse en paranormal et enseignante universitaire, elle fait reposer toutes ses recherches sur l'étude des faits historiques. Je veux savoir si Bathsheba Sherman était réellement une sorcière et à quoi a pu ressembler sa vie. Elle se rend à Harrisville, dans le Rhode Island, pour enquêter sur les allégations qui sont faites dans La Conjuration et pour essayer d'entrer en contact avec les entités présentes à l'intérieur de la maison. Je suis une Dakota Anishinaabe. Mon peuple comprend que des esprits existent dans ce monde où nous vivons. Mais c'est quand même autre chose quand on peut en avoir des preuves. Harrisville est un village faisant partie de la ville de Burryville, au Rhode Island, sur la frontière nord avec le Massachusetts. C'est un paisible petit village agricole. Pour Carolyn Perron, c'était comme un rêve qui devenait réalité. J'avais dû m'absenter quelques jours. Quand je suis rentré à la maison, elle m'a annoncé qu'elle avait vidé mon compte chèque pour faire une mise de fonds en vue d'acheter une ferme. C'était impulsif, c'est vrai. Et ma mère n'est pas vraiment quelqu'un d'impulsif. Alors, un tel geste de sa part a fait comprendre à mon père qu'elle parlait sérieusement. On est allé à Harrisville. Ça ne me gêne pas de vous le dire. J'ai eu le coup de foudre immédiatement. C'est dire à quel point le lieu était beau. Le terrain faisait 80 hectares. Il y avait un étang, une rivière. Elle avait grandi à la campagne et voulait la même chose pour ses filles. C'était le paradis sur Terre pour nous. On ne se doutait absolument pas de ce qui nous attendait. Construite au 18e siècle, la maison a perdu avec le temps sa couleur blanche d'origine, mais elle est toujours debout aujourd'hui. La famille Richardson l'a bâtie, puis la famille Arnold s'y est installée. C'est donc la maison Richardson-Arnold. C'est, je crois, la plus ancienne maison du Rhode Island, qui est l'une des plus anciennes colonies aux États-Unis. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'une riche histoire soit rattachée à cette maison. On appartenait à l'Angleterre au moment de sa construction. Elle a connu la Révolution américaine, les guerres indiennes. Quand je pense à tous ces massacres, je ne peux m'empêcher de me demander si la Terre elle-même n'en retient pas le souvenir. Erin vient d'arriver à la ferme de Harrisville, dans le Rhode Island. On venait de commencer à filmer quand cette porte, juste là, s'est ouverte et s'est refermée. C'est déjà une expérience extraordinaire. Les esprits sont déjà à l'écoute. Ils sont ici avec nous et notre équipe. J'ai dû faire taire ma propre peur pour y aller. Certaines personnes ne veulent même pas approcher de la maison parce qu'elles croient que le mal est contagieux. Pendant les 250 premières années de son existence, cette maison est restée dans la même famille. Les noms changent à cause des mariages, par exemple, mais c'est toujours la même famille. Tout ça a changé en 1971, quand les Perron sont arrivés. Il y a alors eu de nouveaux occupants, des intrus. Tout à coup, une jeune famille avec 5 filles emménage. L'énergie est tout simplement débordante. Selon moi, c'est ce que les esprits attendaient. Earl Kenyon était le seul habitant de la maison lorsqu'on l'a acheté. Monsieur Kenyon a voulu parler à mon père en privé. Il m'a dit, « Pour l'amour de votre famille, s'il vous plaît, laissez les lumières allumées dans cette maison la nuit. » Il n'y a pas de doute, il essayait de me prévenir. Mais je n'ai pas compris.
Les chambres étaient sombres. On avait de petites veilleuses ici et là, mais ce n'était pas assez pour éclairer une pièce. Vous êtes couché dans votre lit. Vous vous attendez à voir passer votre sœur. Mais il n'y a personne. C'est arrivé souvent. Et c'était terrifiant pour une enfant. Ça a commencé presque tout de suite. C'est une histoire de meurtre, d'erreur judiciaire, peut-être même de crime organisé. Il n'aurait jamais été déclaré coupable sans l'action d'André Arthur. 40 ans plus tard, cette histoire-là est loin d'être finie. Présumé innocent, l'affaire France-Alain, vendredi 21h, à Canal D. 42 ans avant que leur vie n'inspire un film d'horreur à succès, les membres de la famille Perron s'installent dans leur nouvelle maison. Pour les filles, l'heure du coucher devient une épreuve. Cindy est entrée dans ma chambre. Elle tremblait. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit « J'entends des voix tout autour de mon lit. Elles parlent tout en même temps. Elles disent toutes la même chose. » Cindy, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'il y a 7 soldats morts. Il y a 7 soldats morts enterrés dans le mur. Elle l'a répété à maintes reprises. Il y a 7 soldats morts enterrés dans le mur. 7 soldats morts enterrés dans le mur. 7 soldats morts enterrés dans le mur. Elle était terrifiée. Elle a dit qu'elle avait mis son oreiller sur sa tête pour étouffer le son. Elle avait sauté de son lit pour venir jusqu'au mien et elle ne comprenait pas comment il se pouvait qu'on n'entende pas, nous aussi, ces voix. Après avoir vu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer d'elle-même, Erin Goodpipe explore le terrain autour de la maison à la recherche des murs auxquels les esprits faisaient peut-être allusion. Ça n'avait aucun sens à mes yeux qu'il puisse y avoir 7 corps enterrés dans la maison. Il me semblait plus logique qu'ils soient enterrés quelque part dans la propriété. Erin s'est munie d'un magnétophone dans l'espoir d'enregistrer des phénomènes de voix électroniques ou PVE. L'esprit invisible peut laisser sa voix sur un enregistrement, qu'il soit numérique ou magnétique. On ne l'entend que lorsqu'on repasse l'enregistrement. Je crois savoir qu'il y aurait 7 soldats morts enterrés dans le mur. C'est ce qu'entendait Cindy Perron. Je vous demande donc s'il y a ici des esprits qui sont des soldats. Vous parliez peut-être de ce mur de pierre qui entoure la maison. Il y a peut-être une tombe ici, près du mur. On peut penser que des gens sont morts sur cette propriété pendant la guerre. Toute cette région est connue pour ces phénomènes étranges, depuis maintenant des siècles. Si vous m'écoutez, s'il y a ici des soldats, vous pourriez laisser quelque chose sur le mur pour qu'on puisse le trouver. Je vous remercie d'avance pour tout message que vous serez disposé à nous transmettre. I thank you in advance for any sort of message that you're willing to send us. Sur l'enregistrement, si quelque chose parle, on entend parfois un couinement ou un bip avant que la voix se mette à parler. C'était la première fois que je m'adressais aux esprits. J'ai vraiment eu l'impression d'une forme de présence, mais pas encore prête à parler ou à interagir.
Cindy me disait qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre la nuit précédente qui répétait sans cesse qu'il y avait 7 soldats morts enterrés dans le mur et qui le disait encore et encore. Je ne connaissais rien aux esprits, alors c'était difficile à croire. Les esprits pensaient peut-être que j'étais faible et qu'ils pouvaient s'en prendre à moi et me tourmenter. J'ai demandé à Cindy combien de fois elle les avait entendus. Elle a répondu ceci: des milliers. Des milliers. Chaque période de l'histoire américaine se trouve résumée dans cette maison. Quand on y entre aujourd'hui, on a l'impression de voyager dans le temps. Erin a demandé aux propriétaires actuels la permission d'entrer seule dans la maison. Elle veut que les esprits s'habituent à elle avant l'enquête en bonne et due forme qu'elle doit mener le lendemain. Après mon interaction près du mur, j'ai vraiment eu le sentiment d'une présence, mais qu'il allait falloir un certain temps pour bâtir une relation. Je suis sûre que vous m'avez vu maintenant. Je suis venue pour entendre votre histoire, pour entendre votre vérité, pour recueillir des preuves. S'il y a quelque chose que vous souhaitez faire, peut-être déplacer un objet, émettre un son, effleurer ma main, si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser cet appareil, en tirer de l'énergie, si vous avez un message pour nous. La présence d'esprit se manifeste de différentes manières à nos sens. Il arrive que les piles se déchargent d'un coup. Ça peut être une odeur fantôme, ça peut être un son ou un phénomène visuel, comme une apparition. Tandis que Cindy est terrifiée à la perspective de dormir seule, les esprits s'en prennent à Carolyn. C'était l'été. Je suis allée souhaiter bonne nuit à maman, qui était en train de lire. Elle était étendue, couchée sur le ventre. J'étais dans ma chambre, à l'étage, quand tout à coup, on a entendu ma mère crier. J'ai pensé qu'elle avait été piquée ou mordue par quelque chose au mollet. On ne savait pas par quoi, mais la blessure était bien réelle. Ça n'arrêtait pas de saigner au début. Le sang coulait et coulait. Quand on a pu nettoyer la blessure, on a vu que c'était une plaie profonde. Je lui ai demandé ce qu'elle avait senti. Elle m'a dit que c'était comme d'être piqué avec une aiguille. Carolyn est secouée, mais ignore tout de ce que vivent ses filles. On en parlait entre nous, mais on ne disait rien à maman. On pensait qu'elle voudrait qu'on parte, si on lui racontait ce qui se passait. On ne savait jamais quand ça frapperait à nouveau, ni quand la paix de notre famille serait de nouveau perturbée. On jouait à cache-cache. Je suis allée me cacher dans le hangar à bois en pensant avoir trouvé la cachette parfaite. J'ai attendu et attendu. Mais personne n'est venu me trouver. Alors je me suis dit, zut, je me suis trop bien cachée, elles ne me trouveront pas. J'ai voulu soulever le couvercle de la boîte pour sortir, mais il ne s'ouvrait pas. Il n'y avait pas de loquet, et donc aucune raison pour que le couvercle ne s'ouvre pas. J'ai cru que quelqu'un était assis sur le couvercle. Je me suis mise à crier, à hurler, à l'aide. Descends du couvercle, à l'aide, laisse-moi sortir. J'avais le cœur qui battait. Je me suis mise à prier Dieu. Je frappais des pieds et des poings jusqu'à ce que j'ai épuisé toute mon énergie. Puis, le couvercle de la boîte s'est soulevé. Ma sœur Nancy me regardait d'en haut. J'ai voulu la serrer dans mes bras.
Elle a dit, « Pourquoi tu m'as fait ça ?» J'ai dit, « Je n'ai rien fait. J'essayais de te sortir de là. » Mais Sandy était totalement hystérique. Je ne l'avais jamais vue aussi bouleversée. J'ai dit, la boîte refusait de s'ouvrir. Elle ne me laissait pas sortir. Je ne pouvais pas sortir. Quelque chose m'avait retenue prisonnière. J'ignore ce que c'était. Mais quelque chose avait fait ça. La maison est devenue très dangereuse quand cette force malveillante s'est mise à s'en prendre aux enfants. Mes sœurs m'ont ramenée dans la maison. Ma mère m'a lavé le visage dans la cuisine. On s'est assis autour de la table de cuisine et on a tout révélé. On a parlé à maman de tous les incidents qui s'étaient produits depuis qu'on avait emménagé à la ferme. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que toute la famille était visée. On avait peur d'être dans notre chambre. On avait peur de rester seul dans la maison. Et mes parents se sont décidés à demander de l'aide. Des stars qui ont connu la gloire, des idoles qui ont inspiré une génération, des folies passagères qui ont marqué une époque, des événements qui ont secoué l'ordre établi. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Ayant appris qu'une entité s'en prend à ses filles dans sa maison, Carolyn Perron cherche désespérément de l'aide. Dans le film, il y a une scène où Carolyn Perron assiste à une conférence donnée par les Warren. Puis, après la conférence, elle va leur parler. Ça donne le coup d'envoi à toute l'affaire. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. En réalité, les premiers enquêteurs à étudier la maison n'ont pas été Ed et Lauren Warren, mais un groupe d'étudiants. J'étais étudiante au Rhode Island College. Je cherchais d'autres personnes qui s'intéressaient au surnaturel. J'ai fondé un groupe de recherche et d'enquête en parapsychologie appelé PYRO, d'après son acronyme en anglais. Ça a été l'un des premiers groupes étudiants du genre à être reconnu. On n'avait aucun moyen de faire connaître notre groupe et notre volonté d'enquêter. J'ai donc fait paraître une petite annonce dans un journal local sans trop y croire. Mais bon, on n'avait rien à perdre. 3 semaines plus tard, une femme du nom de Carolyn Perron a appelé. Je me souviens de m'être dit, ou bien c'est réel, ou bien elle est folle. Mais elle semblait sincère, et elle nous a invités à visiter sa maison. Le samedi suivant, Keith Johnson, son frère Carl et Donna se rendent chez les Perron. Mon frère et Donna sont restés en bas. Ils parlaient avec Carolyn. Les filles m'ont conduit à l'étage pour me montrer les chambres. Elles m'ont dit à quel point elles avaient peur du mauvais esprit dans cette maison. Il m'a demandé où était ma croix. J'ai dit qu'on n'en avait pas assez pour tout le monde et que je n'en avais pas dans ma chambre. Il a alors trouvé un bout de craie et il est allé à ma fenêtre pour dessiner une croix sur la moustiquaire. Tout a changé du tout au tout en un éclair. Le bâton qui tenait la fenêtre ouverte a volé à travers la pièce et a heurté le mur. La fenêtre s'est fermée brutalement. J'ai alors été frappée au visage. Ça l'a frappé de côté. Sa tête a volé en sens inverse. Ses cheveux vers le haut. Ça m'a frappé au visage. Ma tête a tourné complètement vers le côté et ça m'a fait mal. Ça m'a blessé au cou et ça m'a vraiment fait très mal. J'ai compris que c'était bien réel. J'avais provoqué quelque chose. Vivre dans cette maison, c'était les montagnes russes. Un jour, on était tellement heureuse d'y être, absolument ravis. Le lendemain, on était horrifiés et sous le choc. C'était difficile. J'ai dit à Carolyn, « Carolyn, je crois qu'il y a ici une présence très maléfique. C'est un esprit
démoniaque. On n'imaginait pas qu'on aurait affaire à quelque chose d'aussi important si vite. Pour finir, elle s'est tue un moment, puis elle nous a demandé si on croyait qu'elle était folle. J'ai répondu « Absolument pas, et on va faire tout notre possible pour vous aider. » Carolyn est soulagée. D'autres personnes peuvent témoigner de la réalité de l'entité. Il lui reste à en convaincre son mari, Roger. Roger est voyageur de commerce. Carolyn doit donc se débrouiller seule très souvent. Mon père ne croyait pas que la maison était hantée. Pour lui, on imaginait tout ça. C'est ce qu'il devait se dire. Super! Toute ma famille est devenue folle pendant mon absence. C'est difficile à croire, ce l'est, certainement. Mais ça n'en est pas moins vrai. Quelques semaines plus tard, Donna reçoit un appel qui change tout. Le téléphone a sonné, c'était Carolyn. Je reconnaissais à peine sa voix. Elle était très anxieuse. Elle a dit, « Donna, je ne peux pas rester dans cette maison une minute de plus. » C'était pourtant la même femme qui m'avait dit que rien ne la ferait partir. J'ai dit, « Calmez-vous, commencez par le commencement. Que s'est-il passé? » Pendant que Roger et elle dormaient dans leur chambre, elle avait cru entendre quelque chose qui l'avait réveillée. Quand ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité et qu'elle avait pu voir clairement, elle avait distingué une silhouette au pied de son lit, dont la tête penchait d'un côté, le cou tordu. Elle voyait la silhouette se rapprocher d'elle de plus en plus en contournant le coin du lit. Ma femme a essayé de me réveiller de toutes les manières possibles. Elle m'a secoué, m'a tiré les cheveux. Elle a tout fait pour me réveiller, mais sans succès. Je crois que Roger, pendant tout cet épisode, était plongé dans un sommeil psychique. En se rapprochant, la chose répétait « Je vais vous rendre folle à force de mort et de tristesse, mais ce sera trop tard pour vous parce que vous serez morte. » À ce moment-là, elle croit qu'elle s'est évanouie de peur. 2 heures plus tard, Roger se réveille. J'ai dit, j'ai quelque chose au dos, ça me fait mal. Carolyn m'a examiné et elle a dit, ton dos est couvert d'égratignures, Roger. J'ai dit, mon Dieu, qui a fait ça? Mais je n'avais pas de réponse, car en quelques heures, les égratignures ont disparu. J'ai alors commencé à croire les enfants. J'ai commencé à écouter Carolyn. À ce moment-là, j'ai su que c'était trop pour nous. J'ai dit, Carolyn, ne paniquez pas, essayez de vous calmer. Dès que j'aurai raccroché, je vais appeler Ed et Lorraine Warren. Veux-tu venir au cinéma avec moi ce soir? Let's go! On va bien s'amuser, OK? Ouais. Vous voulez qu'on se batte? Allons-y. Désolée. Bien joué. Quel genre de personne êtes-vous? C'est toi ma liberté. Ça n'a pas à finir comme ça. Votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Après avoir rencontré la famille Perron grâce à une petite annonce, les étudiants membres du Pyro comprennent qu'ils sont dépassés. Ils font alors appel aux spécialistes Ed et Lorraine Warren. Les Warren étaient bien connus pour leurs enquêtes sur le paranormal et les lieux hantés en Nouvelle-Angleterre et dans tout le pays. Lorraine était une médium de transe légère, selon ses propres termes. Elle était clairaudiente, clairvoyante, elle voyait et entendait les esprits. Ed était connu comme démonologue. Beaucoup de gens ignoraient qu'il était reconnu par le Vatican. Il n'était pas membre du clergé, mais l'Église catholique romaine reconnaissait Ed Warren comme un démonologue laïque. Les Warren ont donné à la génération qui les a suivis un modèle quant à la manière d'aborder le paranormal. Ils insistaient sur le fait qu'ils ne demandaient pas d'argent pour enquêter. C'est par la vente de billets pour leur musée et pour leurs conférences qu'ils gagnaient leur vie. On avait assisté à la conférence donnée par Ed et Lorraine Warren au Roberts Hall au Rhode Island College. À partir de ce moment-là, on est resté en relation. J'ai donc appelé Lorraine Warren, qui a écouté tout ce que j'avais à dire sur la maison. Puis elle a dit, on y sera dans 2 jours. Et ils l'ont été. On a visité la maison ensemble, pièce par pièce,
Pour Lorraine, Carolyn n'était pas victime de son imagination. Cette maison était sans doute l'une des plus actives qu'elle ait jamais vues. Madame Warren s'est promenée dans toute la maison. Elle s'est approchée de notre grand poêle en fonte noire et elle a dit « Je sens une présence maléfique dans cette maison. Elle s'appelle Bathsheba. » Avant d'aller faire enquête à l'intérieur de la maison, Erin Goodpipe se rend au cimetière local pour trouver la sépulture de Bathsheba Sherman. L'histoire de Bathsheba change en fonction de la personne à qui vous parlez. D'après le film, elle a assassiné ses enfants. Elle leur a percé l'arrière du crâne avec une aiguille à coudre, puis elle s'est pendue sur la propriété. Si on creuse un peu et qu'on recule dans le temps, ce mythe existait déjà avant la sortie du film hollywoodien. Tout un tas de rumeurs circulent au sujet de Bathsheba. Viennent-elles de l'intuition psychique de Lorraine Warren, des habitants de la ville, ou d'un mélange des deux? On ne le sait pas au juste. Voici la tombe de Judson Sherman, le mari de Bathsheba Sherman. Mais je ne vois la pierre tombale de Bathsheba nulle part. En fin de compte, les gens étaient tellement persuadés qu'elle était une sorcière qu'ils allaient au cimetière et profanaient sa pierre tombale. Ils la renversaient, la cassaient en morceaux. J'étais en colère et je m'adressais aux gens qui s'étaient rassemblés autour de sa pierre tombale. À mon insu, un de mes collègues enregistrait mes paroles. Il l'entend. Elle crie son nom. À tue-tête. Bathsheba. C'est parfaitement clair. C'est un PVE exceptionnel. On l'entend comme vous m'entendez en ce moment. On était une trentaine à être réunis sur sa tombe et personne ne l'a entendu. Plus Carolyn entendait Lorraine en parler, plus tout ça lui paraissait parfaitement logique. Le cou cassé, la perforation, l'aiguille à coudre qui perce le crâne du bébé, le fait que c'était apparemment un esprit féminin qui essayait de la chasser. La sorcière satanique est en quelque sorte liée à Satan. Sa magie lui vient de Satan, généralement en échange de quelque chose. L'offrande de Bathsheba au diable a été son enfant. Il s'agit de faire un pacte avec le diable pour obtenir une jeunesse et une beauté éternelle. Carolyn n'était plus la même depuis la nuit de l'apparition. Elle avait perdu tout son entrain et sa vivacité. Elle a commencé à décliner à bien des égards. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle avait constamment des marques sur le corps et des cernes sous les yeux. C'était comme si elle se repliait sur elle-même. Madame Warren était certaine que ma mère était tourmentée par l'esprit et qu'elle craignait d'être sur le point d'être possédée. Les spécialistes du paranormal Ed et Lorraine Warren sont convaincus que Carolyn Perron est sur le point d'être possédée. Ça devenait plus dangereux. On avait des expériences en commun avec ma mère. Papa est rentré à la maison avec un plein chargement de provisions. Il avait acheté un sac d'oranges. Au lieu que ce soit du jus qui en sorte, c'était comme du sang qui s'est mis à couler à flot des quartiers d'oranges. On a cru qu'elle s'était coupée. Mais ce n'est pas du tout ce qui était arrivé. Ce n'était pas ma mère qui saignait, c'était l'orange qui saignait. Le sang coulait entre ses doigts et tombait à grosses gouttes sur le sol. Le sang sortait de l'orange et lui coulait entre les orteils. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis levé et je l'ai tenue dans mes bras parce que je craignais qu'elle s'évanouisse.
Elle a cru que les esprits essayaient de lui dire quelque chose. Cette propriété se trouve littéralement sur la frontière entre le Rhode Island et le Massachusetts. Salem n'est pas très loin, ni Hartford ou Connecticut, où ont eu lieu les premiers procès pour sorcellerie. On peut considérer le Rhode Island comme un refuge pour les sorcières, car aucune femme n'y a jamais été exécutée en raison d'une condamnation pour sorcellerie. Bonjour Betty. J'ai eu l'occasion de rencontrer Betty Mencucci, qui est une historienne de la région. Elle possède de l'information sur l'histoire locale et en particulier sur Bathsheba Sherman. Elle est née en 1812 et morte en 1885. Elle a eu 3 enfants, Julia, Edward et Herbert. Les 2 premiers sont morts en bas âge. Julia à l'âge de 2 ans et Edward à 1 an. C'est le point de départ de la légende. Il y a bien des enfants qui sont morts sous sa garde. Ça, c'est vrai. Mais elle ne les a pas tués. C'est le genre d'événement dans la vie d'une femme qui pouvait la faire accuser de sorcellerie. Si elle avait commis un crime, les journaux en auraient parlé. Ils auraient exploité la chose. En cas de meurtre, les journaux en parlent et l'histoire se répand dans tout le pays. J'ai lu tous les journaux de la ville, en remontant au tout premier. Bathsheba n'est jamais mentionnée nulle part. Nulle part. C'était une femme de ferme. Elle devait travailler à la ferme. On pense qu'elle devait vivre sur Collinstaff Road, qui se trouve à l'est de Round Top Road. Elle ne serait pas allée du côté de la maison Arnold sans raison. Au moment de commencer mon enquête, je trouve absurde que Bathsheba n'ait même pas vécu sur cette propriété. Elle était tellement diabolisée. Une grande partie de ce qu'on voit et comprend de la sorcellerie satanique a été définie et diffusée par l'Église catholique. Il n'était question que d'anges, de démons, de Dieu, de Jésus, d'eau bénite, de crucifix. Pour Ed, ce n'était pas seulement des objets religieux, c'était ses armes dans sa lutte contre le mal. Dans La Conjuration, Ed pratique un exorcisme dans le sous-sol de la maison. En réalité, les Warren ont fait une séance de spiritisme dans le salon de la famille Perron. Convaincus que la maison est hantée, les Warren optent pour une séance de spiritisme. Tout le monde prend place autour d'une table et Lorraine tente d'établir un contact. J'ai demandé ce qui se passait. Elle a dit que c'était une séance de spiritisme. J'ai dit pas dans cette maison. Lorraine l'a regardé et elle lui a dit « Si vous aimez votre femme, vous nous laisserez faire. » J'étais là ce soir-là. On nous avait dit de monter dans nos chambres, mais Andrea et moi, on est redescendus en cachette. Entre-temps, ils avaient allumé des bougies et les avaient placées sur la table. Mon père ne voulait pas tenir la main des autres personnes autour de la table. Il voyait tout ça comme une mascarade. Ça n'était pas commencé depuis plus de 3 minutes, quand tout à coup, ma femme, je l'ai regardée, tout son corps était tordu, tendu. Je ne la reconnaissais pas. Elle a rejeté sa tête par en arrière et j'ai entendu ma mère commencer à émettre des sons qui ne devraient pas sortir d'un être humain. Carolyn, stay focused. Let Lorraine take the spirit. Carolyn, Roger, this is good. Et on est restés là, figés d'effroi et d'horreur, Andrea et moi, sans bouger. Puis, tout à coup, j'ai vu sa chaise se soulever du sol et elle a volé jusque dans le salon sous mes yeux.
Tous ceux qui étaient présents dans la maison ont entendu son crâne frapper le sol et ont cru, je le sais, qu'il venait de la voir mourir. Au moment où mon père a voulu se précipiter au secours de ma mère, Ed Warren a commis la terrible erreur de le saisir par le bras pour le retenir. J'ai dit, sortez d'ici. Sortez de cette maison tout de suite. Sortez d'ici tout de suite. Et j'ai fait sortir toute la bande de ma maison en moins de 5 minutes. La chose, quelle qu'elle soit, qui a possédé ma mère pendant ces quelques instants, voulait manifester sa présence à Ed et Lorraine Warren. Elle a parfaitement réussi. Des phénomènes étranges. Je sentais que la maison était vivante. Inexplicables. On n'était pas les bienvenus. Surnaturel. Un esprit était entré dans mon corps. Mythe. À mon avis, c'est un Bigfoot. Ou complot. Que nous cache le gouvernement? À vous d'y croire. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. Dans la maison des Perron, les Warren tiennent une séance de spiritisme qui tourne terriblement mal. Carolyn se cogne la tête contre le sol et reste inconsciente. Il m'a fallu près de 2 heures pour la ranimer et pour qu'elle puisse me parler à nouveau. Ça a été une nuit terrible dans notre maison. Ma mère a failli perdre la vie ce soir-là, parce que quelqu'un pensait connaître la meilleure manière de gérer le problème. Après le tournage de La Conjuration, Lorraine Warren m'a présenté ses excuses, admettant qu'ils avaient de beaucoup dépassé les bornes. Ils avaient sous-estimé le danger. Personne ne pouvait croire ce qu'on avait vu se produire dans notre maison ce soir-là. Mais quand je vous dis que le mal, à l'état pur, est présent dans le monde, je sais de quoi je parle. Après sa discussion avec une historienne locale, Erin a des doutes sur les rumeurs au sujet de Bathsheba Sherman. Elle se rend aux archives locales pour faire ses propres recherches. C'était pratique courante dans les villes de la Nouvelle-Angleterre de tenir un registre appelé « Livre noir ». Si Bathsheba s'est bien suicidée, elle devrait être ici. Le livre noir de Burryville est une sorte de registre où sont consignés tous les événements étranges et malheureux survenus dans la ville depuis les origines. Suicides, meurtres, morts prématurées, accidents, etc. Quelqu'un a eu l'idée de les réunir tous au même endroit pour écrire l'histoire de la ville. Je vois quelques membres de la famille Arnold dans ce registre. Cela dit, Bathsheba Sherman n'y figure pas. Elle n'est pas dans ce livre. On s'attendrait à ce qu'elle y soit. Si elle s'était pendue, si elle était morte d'une manière inhabituelle. Je me demande donc comment elle est morte. Je vais jeter un coup d'œil à son avis de décès. On dit ici, dans la Burryville Gazette du 25 mai 1885, que Bathsheba Sherman, veuve de feu Judson Sherman, est morte à sa résidence lundi dernier au matin d'une attaque soudaine de paralysie à l'âge de 72 ans. Elle n'est pas morte pendue. Elle est morte de ce qu'on appellerait aujourd'hui un accident vasculaire cérébral, ce qui n'a rien d'inhabituel. Les funérailles ont eu lieu jeudi. Le révérend A.H. Granger était l'officiant au cimetière Riverside à Harrisville. Elle était le dernier membre de la famille Thayer, autrefois nombreuse et bien connue dans cette ville. Elle a été enterrée en terre consacrée. On ne fait pas ça dans le cas d'une femme connue comme une sorcière satanique. Ce fait en dit long sur la valeur des rumeurs. Les preuves sont absolument claires. L'idée que Bathsheba Sherman ait été une sorcière et qu'elle soit morte par suicide est tout simplement fausse. Elle n'est peut-être pas la sorcière qu'on croyait qu'elle était.
Bien que le film La Conjuration ait fait de Bathsheba Sherman une figure du mal, la réalité historique ne soutient pas cette vision folklorique. Mais les récits de la famille Perron sont saisissants et on continue à ce jour de signaler d'étranges phénomènes sur la propriété. Madame Warren faisait une fixation sur Bathsheba et refusait de prendre en compte les autres présences possibles. Les esprits se conforment parfois à ce qu'on attend d'eux. Les esprits démoniaques en particulier sont des maîtres du mimétisme et peuvent prendre l'apparence de personnes réelles. J'ai entendu des témoignages, y compris des récits modernes de l'activité étrange qui s'y déroule encore. J'ai été dans cette maison à de nombreuses reprises. Je ne peux pas vous dire par quoi ou par qui, mais elle est certainement hantée. Nous souhaitons communiquer. Nous sommes rassemblés ici. C'était un signe. Si vous m'écoutez, vous pourriez laisser quelque chose.